Les périls intérieurs et les périls extérieurs. Écoutez Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, qui parle de l'évolution de la menace russe. Et il s'est rendu au Luxembourg pour les contributions de l'Alliance et pour promouvoir le soutien à l'Ukraine. Écoutez le secrétaire général de l'OTAN. La menace russe s'intensifie chaque jour, ne soyons pas naïfs. Nous sommes en sécurité. Aujourd'hui, nous pensons être loin de la Russie, mais en réalité, nous sommes très proches. Avec les dernières technologies russes en matière de missiles, la différence entre la Lituanie, le Luxembourg, La Haye ou Madrid est désormais de 5 à 10 minutes. C'est le temps qu'il faut à ce missile pour atteindre ces régions d'Europe. Nous sommes donc tous directement menacés par les Russes. Nous sommes tous sur le flanc Est maintenant, que vous viviez à Londres ou à Tallinn, il n'y a plus de différence. Et nous a rejoint sur ce plateau aussi, merci beaucoup Sylvie Bermann, Madame l'ambassadrice. Les déclarations de Rutte, il faut les lire mot par mot. Jamais il n'était allé si loin dans la description de la menace russe, selon lui. Et il dit, avec les dernières technologies russes en matière de missiles, la différence entre la Lituanie en première ligne et le Luxembourg, La Haye, c'est sa ville, ou Madrid est désormais de 5 à 10 minutes. C'est le temps qu'il faut à ce missile pour atteindre des régions d'Europe. Nous sommes tous directement menacés par les Russes. On a franchi un cap. Rappelez-vous, le président de la République, sur cette antenne même, il y a quelques semaines, disait c'est peut-être pas la France directement qui est menacée, ce sont les Baltes, etc. Non. Là, maintenant, à tort ou à raison, l'OTAN dit c'est ici que la menace porte. C'est aussi une question d'intentionnalité. Il ne suffit pas d'avoir les moyens de frapper, il faut aussi le vouloir. Or, Poutine veut déstabiliser effectivement l'Europe, il le fait actuellement par des moyens hybrides. Maintenant, de là à attaquer, il y a quand même de la marge. On a l'impression d'autant plus d'une évolution. Sylvie, en quelques jours, rappelez-vous, oui. On a l'impression que le chancelier Merz, le président de la République, Mark Rutte en particulier, et Madame von der Leyen ont haussé le ton comme jamais. Oui, tout à fait. Alors en même temps, il faut préparer les esprits européens à un réarmement qui est un réarmement nécessaire, qui n'est pas une évidence compte tenu des difficultés budgétaires. Mais soyons clairs, ils exagèrent ou ils n'exagèrent pas? C'est ça la question. Il n'y a pas de menace immédiate russe, en tout cas de ce type-là. Ils ont suffisamment de mal en Ukraine, ils arrivent à grignoter quelques mètres carrés, et en 3 ans et demi, ils n'y sont pas arrivés. Je rappelle toujours ce que dit l'Institut d'études de la guerre, c'est qu'il faudrait alors de 18 mois à 3 ans pour conquérir l'ensemble des oblasts qui ont été annexés, et 83 ans pour conquérir... Oui, mais les missiles, l'argument de Rutte, c'est le missile, lui, ne va pas mettre 83 ans. Non, mais bien sûr, mais pourquoi faire ? Vos réactions sur ce plateau, il exagère ou il n'exagère pas? Non, mais techniquement, oui, il a raison. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, attention, on a l'impression, dans les pays d'Europe occidentale en particulier, la France, le Royaume-Uni, même les Pays-Bas, etc., c'est qu'on est finalement une île stratégique. On n'a plus de menaces directes, militaires, à nos frontières, comme ça pouvait être le cas jusqu'à la fin de la guerre froide. Les forces soviétiques, elles étaient en Allemagne de l'Est et elles étaient à 2 étapes de la France. Elles étaient à 2 étapes du Tour de France, en l'expression du général de Gaulle. Donc, c'est une menace visible, très claire. Maintenant, cette menace des divisions blindées, pour faire simple, elle est beaucoup plus éloignée. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, et on se croyait protégé, ce qui est apparu avec notamment la guerre en Ukraine, c'est que les Russes peuvent aussi, malgré tout, nous frapper. Ils peuvent nous frapper à grands coups de missiles, peuvent nous frapper avec des salves de drones à très longue portée. Et ça, c'est une menace, techniquement, c'est une menace nouvelle qu'on ne sait pas très bien. Donc, ils sont redoutables. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent nous faire du mal. Si, par exemple, un jour, dans un scénario futur, vous avez un affrontement dans les pays baltes où les Français sont impliqués, parce que les Français sont déjà sur place et ils se battront si l'Estonie, notamment, est attaquée, et que la Russie, au cours de cet affrontement, décide de faire pression sur nous pour essayer de nous faire craquer, etc., ils peuvent très bien lancer des frappes sur le sol français. J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Un moment, je pense celles et ceux qui nous écoutent ont le droit d'avoir des choses claires. C'est Pascal qui dit les athées doivent dire des choses claires. À un moment donné, où c'est dangereux, où c'est pas dangereux. On a beaucoup dit l'Orechnik est une vieille casserole, il ne faut pas céder au bluff des Russes, on exagère, l'armée russe n'est pas si puissante que ça. Et
Quelques jours plus tard, on nous dit « Oh, mais regardez, les missiles sont à 10 minutes et en réalité, c'est très dangereux, etc. » C'est l'un ou c'est l'autre. Et à un moment donné, il faut choisir. On monte en tension dans l'affrontement avec la Russie, avec le fait que justement, on parle de la force de réassurance. Donc, on est dans une préparation d'un éventuel cessez-le-feu. Enfin, je ne sais pas si on en parlera ce soir, mais enfin, qui est encore très hypothétique et une force de réassurance hypothétique. Mais évidemment, on envisage le cas de figure où des soldats pourraient être blessés. Et puis, il suffit de relire les discours de Vladimir Poutine, qui ne s'est jamais caché de ses intentions, de recréer une zone d'influence recoupant plus ou moins les frontières de l'ex-URSS ou de l'Empire russe. Et il se trouve que dans cet Empire russe et dans cet ex-URSS, il y a les pays baltes qui appartiennent à l'Union européenne. Donc on est quand même particulièrement et touché au premier rang s'il y a, et je pense pas qu'il y ait demain, en tout cas dans un horizon très proche, une entrée de chars russes qui franchiraient la frontière, mais qu'il y ait des tests, des petits bombardements ci et là disséminés pour tester l'article 5 de l'OTAN et aboutir à cet objectif majeur chez Poutine qui est de séparer l'Union européenne des États-Unis. Ça oui, et donc, comme disait Sylvie aussi, il y a le souci de préparer les opinions publiques à un conflit. Mais Marion, disons les choses, est-ce qu'il y a une peur de la guerre? C'est ou bien, il y a une peur de la guerre. Quand on entend Emmanuel Macron, le chancelier Merz, Rutte, ils dégagent, ils font comme s'il y avait une peur de la guerre à moyenne échéance. C'est ça qu'ils disent. Oui, mais quand on parle que le ministre, c'est ça qu'ils disent. Il ne faut pas tourner autour du pot. Vous dites qu'il faut préparer les esprits, blablabla. D'un horizon où à 5 ans, Poutine pourrait essayer d'attaquer, pas envahir ou attaquer ou grignoter un bout des pays baltes. On parle de 5 ans, donc c'est pas demain. Pardon, de nouveau, j'ai l'impression que vous refusez de répondre à la question. Vous dites grignoter. Il ne parle pas de grignoter, il parle de missiles qui frapperaient Luxembourg, La Haye ou Madrid. Donc ou bien il le croit vraiment, ou bien il exagère. C'est l'un ou l'autre. Ou bien il n'a pas pris assez de vacances. Moi, je pense que tout ça n'est pas raisonnable. Je comprends bien que M. Rutte a besoin de remplir les caisses de l'OTAN. C'est normal, c'est son job. Et donc, il essaie d'agiter comme ça des épouvantails. Je pense que c'est totalement contre-productif. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui peut croire sérieusement que les Russes menaceraient directement l'Europe occidentale. Qu'il y ait une menace sur les pays baltes, c'est une certitude. Sur l'Ukraine, malheureusement, elle est plus qu'avérée. Mais je pense que c'est une erreur de vouloir dire Kiev et nous, c'est la même chose, on est menacés de la même façon. Parce que c'est comme ça défie tellement le sens commun que les Français n'y croient pas, et je pense que ça peut être contre-productif. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'au président Sarkozy qui dit qu'on s'invente un ennemi vital avec la Russie dans une interview au Figaro d'aujourd'hui, mais je crois qu'il faut garder le sens de la mesure. Or, il y a une espèce de surenchère là depuis quelques semaines dont vous donniez les différentes étapes, notamment entre le chancelier allemand et le président français, dont on a l'impression qu'ils font la courte échelle pour savoir qui sera le plus paniquant pour les populations. Je pense que ça ne marche pas. En tout cas, vous faisiez le lien très justement, Marion, avec la question des troupes au sol. L'Élysée, on est dans une semaine décisive puisque jeudi seront présents à Paris le président Zelensky, peut-être le Premier ministre Keir Starmer, ça sera peut-être une visio, enfin beaucoup de responsables européens autour du président de la République, la suite notamment de cette question des troupes au sol. Le message essentiel, c'est l'Élysée qui parle, qui sera passé jeudi et compte tenu de l'avancement des travaux aujourd'hui, que nous sommes prêts, c'est le message clé. Ce que nous rechercherons jeudi, c'est la confirmation de ce schéma que la coalition des volontaires a bien le soutien des Américains pour garantir la sécurité de l'Ukraine. En clair, cette force de réassurance des forces avec un soutien américain, des soldats français et autres, qui seraient sur le sol de l'Ukraine. Oui. Donc l'idée, c'est d'avoir une force suffisamment puissante qui sera en Ukraine et qui dissuaderait la Russie d'envahir l'Ukraine. Super idée. Pourquoi on ne l'a pas fait en 2021 ? Pourquoi on ne l'a pas fait avant, dans ce cas-là, au passage ? Moi, je proposais ça dès 2014, en réalité. Bon, ça, c'est une première chose. Maintenant, il faut le faire alors que le pays est en guerre et que la guerre continue. Et donc, depuis 6 mois, en réalité, vous connaissez ma position là-dessus, on tourne en rond parce que cette force en place, elle présuppose un cessez-le-feu.
au moins un arrêt des combats. Voilà. Or, il n'y aura jamais d'arrêt de combat si la perspective de cette force existe. Alors pourquoi est-ce qu'on va de l'avant ? Non, attendez. C'est-à-dire que voilà, du point de vue russe, les Russes font la guerre à l'Ukraine pour pas qu'elle rentre dans l'OTAN. C'est pas pour que l'OTAN rentre dans l'Ukraine par des brigades, forcément. Donc ils n'arrêteront pas le combat. Donc il y a deux que à ce stade, on peut tourner en rond comme ça pendant très longtemps. Il n'y a pas d'autre solution que soit on fait quelque chose éventuellement en périphérie. On place nos forces en périphérie, en Pologne, en Roumanie, etc. Au détail près que la Pologne, la Roumanie, pour l'instant, ne participent pas à cette coalition, donc c'est pas sûr qu'ils accepteraient des forces. Ensuite, à partir de là, on fait un vrai traité d'alliance militaire en bonne et due forme. Soit on y va en force et on dit, tant pis, la guerre continue et on y va. Michel Goyard, une personne vous contredit. Qui vous contredit ce soir ? Regardez. C'est qui me contredit. Je vais vous dire, c'est Ursula von der Leyen qui vous contredit complètement. Les capitales européennes travaillent sur... sérieux. Vous êtes vraiment... Pardon. Vous êtes dur en affaires. Les capitales européennes travaillent sur des plans assez précis, dit-elle. Oui. Pour des déploiements militaires potentiels en Ukraine. Nous disposons d'une feuille de route claire et d'un accord avec la Maison-Blanche. Ce dossier avance très bien. Donc elle dit, contrairement à vous qui dites c'est bloqué parce que les Russes n'en veulent pas, etc. Non, elle dit on y va, on avance. Non, on y va où ? On est en Ukraine, là ? C'est en Ukraine, les forces ? Non. On dit, voilà, le dispositif est presque prêt. Je pense que le jour J, on dit, voilà, on y va. Elle est contredite même par le président Macron aujourd'hui, parce que Ursula von der Leyen en effet dit, à la limite c'est déjà réglé avec les Américains qui vont nous assurer de leur soutien, d'être en troisième ligne de la réassurance, sachant que la réassurance est une deuxième ligne par rapport à l'armée ukrainienne. Mais Emmanuel Macron, plus prudent, a dit la réunion de demain, ce sera pour s'assurer du soutien américain. Donc il est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus prudent qu'en effet Ursula von der Leyen. La peur d'un certain nombre de responsables. Écoutez, le chancelier Merz, une déclaration d'aujourd'hui, de la soirée, qui semble effectivement tout à coup donner un coup de frein. Tout le reste ne peut être répondu, ne pourra être répondu que si nous avons au moins un cessez-le-feu. Jusqu'à ce moment-là, il n'y aura certainement pas de déploiement de troupes en Ukraine. Et même après cela, je le soumets à des réserves importantes pour la République fédérale d'Allemagne. J'ai des réserves importantes. On comprend bien que l'Allemagne, c'est pas tout à fait comme vous le dites demain qu'elle a ses troupes dans la région de Lviv ou je ne sais où. Non mais personne ne le fera. Il est impossible de penser qu'il puisse y avoir une espèce de rideau de protection des armées ukrainiennes qui sont en premier rideau pour éventuellement éviter qu'ils soient débordés. Ça n'a pas de sens. Ce rideau était prévu. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on s'est fait enfumer, pardonnez-moi le terme, avec la réunion Tartampion en Alaska, etc., qui a abouti à ce qu'on avait dit d'ailleurs sur ce plateau, à rien du tout, sinon que Poutine s'est retrouvé renforcé, avec les fameuses sanctions qui n'ont jamais été prises et l'ultimatum de Trump qu'on attend toujours, qui fait qu'il ne s'est rien passé alors qu'on avait déjà envisagé que ce cessez-le-feu nécessiterait une force pour faire respecter le cessez-le-feu. Cette force, elle n'a plus lieu d'être tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Ça n'a pas de sens. Par contre, dire qu'elle pourrait exister très rapidement si le cessez-le-feu est enfin mis en place, ce que je ne crois pas, parce que je ne vois pas du tout comment Poutine pourra accepter ça, eh bien, on est là à s'agiter avec un avantage, peut-être, c'est qu'on met en place des moyens pour mais pardon, Christian, il y a un petit air d'affolement. Rappelez-vous, moi j'entendais beaucoup dire on n'a pas besoin des Américains. On fait ce qu'on veut, les Européens, on y va, etc. Et là, tous ces responsables disent il faut surtout que les Américains soient avec nous. Tout à coup, on a besoin des Américains. Il n'y a que les Français qui disent qu'on n'avait pas besoin des Américains. Les Britanniques ne font jamais rien sans les Américains. Et les Allemands ont besoin également de ce soutien. Les Européens n'ont cessé de le dire. Et les Européens n'iront pas sans un soutien américain. Mais pourquoi ils ont peur ? Mais ils n'ont pas les moyens, en réalité. D'abord, ils ont peur, effectivement, parce qu'ils sont moins puissants et moins dissuasifs que les Américains. Ils n'ont pas les moyens de renseignement, ils n'ont pas les moyens de logistique et à peine les moyens de commandement et de contrôle. Donc, effectivement, ils n'iront pas tout seuls. Donc, toute la tactique des Européens, c'est d'essayer d'obtenir ce soutien européen. Maintenant, ce qu'ils font, c'est américain. C'est ce qu'on appelle le contingency planning, c'est-à-dire de la planification de circonstances pour être prêt
le moment venu. Mais le moment venu, il est encore assez loin. Et en plus, mais ce que vous dites est terrible, parce qu'on a l'impression, pardon de vous couper, mais qu'on s'agite en Europe et qu'en fait, on attend surtout que les Américains veuillent bien appuyer, c'est ça? Oui, que les Américains veuillent bien appuyer et trouver un accord avec la Russie aussi, puisqu'on n'en est pas capable. Et donc, pour le moment, on est un peu impuissant, mais comme on veut rester dans le jeu, mais on continue de mettre en place cette coalition de volontaires. Regardez le graphique, regardez le graphique, il jubile, Guillaume Roquette. Regardez ceux qui sont pour ou contre en l'état l'envoi de troupes, et on rappelle que le but c'est quand même des troupes de réassurance après un cessez-le-feu. Le camp des oui, il y a la Belgique, le Royaume-Uni, la France qui joue évidemment un rôle moteur, Lituanie, Estonie, Lettonie, ils sont directement au front. Et puis ceux qui sont contre l'envoi des troupes. Monsieur Merz, on l'a entendu, qui est quasi là. L'Allemagne, l'Italie, qui est très catégorique là-dessus. La Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. On a 2 Europes. En réalité, l'Union européenne n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus. Avec de nouveau, comme toujours, Giorgia Meloni, dont on ne comprend absolument pas ce qu'elle veut dire, parce qu'elle ne veut pas de troupes au sol, mais elle est pour une forme d'article 5 de l'OTAN, sans entrer dans l'OTAN. Donc je ne vois pas très bien ce que ça veut dire qu'un article 5 si on n'envoie pas de troupes au sol. Mais ça, c'est du Meloni. C'est le paradoxe Meloni. Mais c'est vrai que si les Européens, sans le soutien américain, c'est quand même terriblement risqué, c'est le moins qu'on puisse dire pour des Européens, de servir de cible potentielle à une armée russe. Poutine se fera un malin plaisir, évidemment, à aller chatouiller les soldats qui seront là en deuxième ligne, s'il n'y a pas l'idée que, malgré tout, il s'attaquerait. En s'attaquant à ces soldats-là, il s'attaquerait à l'OTAN. Donc, et là aussi, Donald Trump n'est pas du tout clair, puisqu'il assure, enfin il a dit plusieurs fois, et à Anchorage, à Washington, il l'a répété, que les Américains seraient impliqués, mais il a vraiment fait un pas, en tout cas déclaratoire, dans ce sens-là, tout en accordant à Poutine le fait de ne pas commencer par un cessez-le-feu. Donc tout ça ne veut rien dire. Ça sent la peur, vous savez, la peur a une odeur. Là, ça pue la peur, pardon. Ça pue la peur, rappelez-vous, on entendait dire... On n'a pas peur, de toute façon, si l'Europe veut y aller, elle ira, personne ne peut l'interrompre. Ce qui est vrai, l'Ukraine est un pays souverain, on peut aller en Ukraine, etc. On disait, il y a cette fameuse article des Européens, une sorte de solidarité entre Européens, un pour tous, tous pour un. Et là, même pour des troupes de réassurance, après un cessez-le-feu, il ne s'agit pas de les envoyer en guerre, mais de les envoyer par prudence, pour prévenir une nouvelle attaque, eh bien l'Europe est divisée. Ce qui est clair, c'est que, comme vous le dites, l'Europe est divisée, elle est même fracturée. C'est pour ça que les déclarations d'Ursula von der Leyen sont surréalistes. Enfin, je rappelle qu'elle n'est pas la chef d'état-major des armées européennes. Elle est la présidente de la Commission européenne. Elle doit tenir compte de l'avis de l'ensemble des membres de l'Union et qu'elle se montre aussi péremptoire et, je trouve, d'un point de vue démocratique, profondément choquant. Mais ça, c'est pas la première fois. Vous êtes de cet avis sur ce plateau ? Oui. Madame von der Leyen sort de son rôle. Je trouve que ces déclarations, je ne vois pas très bien quelle est sa place. Ursula von der Leyen a sa place pour tout ce qui relève des sanctions à la Russie, pour tout ce qui est de... c'est normal qu'elle fasse partie des réunions, mais elle n'a pas à tenir des propos sur l'organisation de la défense européenne. Sylvie Bermann ? Totalement, les traités sont clairs à cet égard et effectivement, elle sort de son domaine de compétence. Mais ce n'est pas la première fois. Quand elle était à Washington, elle était aussi hors de son domaine de compétence. Michel ? Oui, non, je suis complètement d'accord, mais juste pour revenir... C'est grave comme accusation, c'est la présidente de la Commission européenne, 450 millions d'âmes. Oui, mais c'est pas la présidente... Mais elle n'est pas la présidente. Mais elle a décidé, elle a quand même décidé au niveau du budget, et c'est grâce à elle, qu'il y ait une augmentation de la part militaire, et c'est pas négligeable. Et je pense à ce niveau-là. Elle ne décide pas. La Commission propose et soumet ses propositions au Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Donc il y a toujours une confusion sur le fait que Ursula von der Leyen sera la représentante de l'Europe et la décisionnaire de l'Europe. Non, c'est une force de proposition et de législation.